extrêmement silencieux, et tout à fait un avec la vie. Et ça, c'est ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est maintenant. Alors, à partir de là, c'est intéressant de se poser la question, à quoi est-ce qu'on joue dans notre vie? C'est quoi en fait qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est quoi le jeu qu'on joue? C'est quoi l'histoire qu'on se raconte? C'est quoi la fascination pour ce jeu, pour ce rôle, pour ces rôles, pour cette histoire qui fait qu'on préfère ça à notre nature véritable, non séparée, silencieuse, complètement ouverte. En gros, le chemin, ça se passe comme ça. Je l'ai déjà dit quelques fois, mais je vais le redire dans l'introduction. Au départ, on est très identifié. Bon, d'accord, certains naissent un peu moins identifiés que d'autres, mais on va prendre le cas extrême. On arrive au monde et rapidement, on devient très identifié. Très identifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient très collé. Il n'y a pas d'espace entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on pense qu'on est. Donc on est identifié, on se confond, on croit qu'on est, on pense qu'on est notre nom, notre personnalité, ce qu'on a accompli dans la vie, tout ce qu'on pense, notre âge, nos caractéristiques individuelles. Donc c'est ça qu'on pense qu'on est. Alors, le rôle qu'on joue dans la société où on pense qu'on est son rôle vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos amis, on se confond avec toutes ces comment je veux dire ça, toutes ces merveilleuses sollicitations que la vie rend possible. Alors on peut être vraiment très identifié, on peut très identifier aussi à ses opinions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre ce qu'on est vraiment et nos opinions. Alors moi je crois ça, et si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon opinion, si moi je suis de gauche, puis il est de droite, on va avoir difficile à passer une bonne soirée ensemble. Et si je suis de gauche et qu'il est d'extrême droite, ça va être encore plus difficile. Donc ça veut dire que on se sent très pris, très serré vis-à-vis de ce qu'on pense, vis-à-vis de nos opinions. Alors que la réalité, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait rien, on vit dans un grand mystère, mais déjà tout petit, on était conditionné à conceptualiser. Et ça ne date pas simplement de notre naissance à nous, ça fait très longtemps que l'homme y survit dans le monde en conceptualisant. Et puis il n'y a pas de mal à conceptualiser, parce que quand on regarde une lampe, on sait que c'est une lampe. Et puis il a fallu aussi beaucoup conceptualiser pour créer une lampe. Donc toute la conceptualisation à travers laquelle on vit, elle fait partie de la vie, fait partie de notre nature humaine, mais ce n'est pas ce qu'on est. Et à force de conceptualiser, on se confond avec cette manière conceptuelle d'appréhender la vie. Donc on a des idées sur tout, y compris sur soi, sur les autres, et on est collé à ces idées. Donc ça c'est on va dire, le départ. On n'est pas que collé à nos idées, on est collé à nos émotions. Quand on nous dit quelque chose, on réagit, on n'a pas d'espace, et puis alors ça c'est tous les drames qu'on voit, c'est le mari qui prend le couteau parce qu'il a surpris sa femme avec sa maîtresse, parce qu'aujourd'hui une femme peut avoir une maîtresse, pas nécessairement un amant, et donc il prend le couteau, etc. Donc c'est tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a des réactions, il y a des impulsions, et on vit très très collé à tout ça. Et on vit collé aussi à cette souffrance mentale, des pensées négatives. On ne sait pas comment s'en débarrasser, on souffre de ça. C'est comme la plus grande maladie humaine, c'est pas le cancer, c'est le manque d'amour.
pour soi. On souffre tous, on est pris, on ne sait pas comment s'en sortir, on est très collé. Alors à ce moment-là, commence éventuellement le chemin spirituel. On s'entend que la thérapie peut aussi aider à nous décoller, à nous permettre de voir, etc. Mais disons, on va parler du chemin intérieur. Donc le chemin intérieur, c'est quoi au départ? Eh bien, ça nous permet plutôt c'est une invitation à prendre conscience, à voir, à écouter, à s'écouter, écouter ce qui se passe en soi, à devenir finalement de plus en plus conscient, de plus en plus présent avec ce qu'on vit. Donc on va être présent avec le mental, au lieu d'être identifié au mental, on va être présent au mental, on va être présent à nos émotions, on va être présent au corps, on va être présent au moment. Donc on va finalement être de plus en plus présent. Au lieu de vivre notre vie de manière automatique, on va la vivre de plus en plus présente. Et pourquoi c'est difficile de vivre? Pourquoi parfois ça peut être difficile de vivre de manière présente? C'est parce que quand on est présent à ce qui est là. Et quand on commence le chemin et qu'on est collé, ce qui est là, c'est pas nécessairement agréable à ressentir. Donc on préfère refouler, ne pas ressentir, ne pas être présent et trouver toute une série de compensations, de stratégies pour compenser, plutôt que d'être présent. Parce qu'être présent, ça fait mal, ça peut faire mal. Si je suis présent à ma peine, à ma tristesse, à ces pensées négatives, je vais les ressentir plus. Être présent, ça veut dire ressentir plus. Ce n'est pas un acte mental, c'est vraiment un acte du cœur, et du corps, d'être présent avec ce qui est là. Alors, au départ, c'est qui fait cette pratique? C'est simplement moi. Ce n'est pas nécessaire d'appeler ça l'ego, parce que sinon je dis c'est mon ego qui fait la pratique. Oui, mais c'est qui dit c'est mon ego? C'est moi. Donc revenons à quelque chose de simple, parce que sinon, c'est comme si on fait comme Jules César. Jules César a dit que, mon ego a dit que. Non, c'est moi j'ai dit que. Donc en fait, au départ, celui qui fait la pratique spirituelle, ou celle qui fait la pratique spirituelle, c'est moi. Moi, je souffre. Moi, j'ai envie de liberté. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de sortir de ces conditionnements. J'ai envie de vivre plus d'amour. J'ai envie de relations harmonieuses. J'ai envie de m'éveiller. J'ai envie de découvrir c'est quoi la réalité. C'est quoi la vraie nature de la réalité. C'est quoi que je suis. Peu importe. En tout cas, il y a un élan. Il y a un élan qui dépasse le moi. Le moi, il ne sait pas d'où il vient, cet élan. Mais quand l'élan arrive, le moi, je prends cet élan, je le saisis, ça c'est mon élan, puis c'est ça que je veux. Vous me suivez jusque-là? Non? Ok. Parce que c'est après que ça se complique. Non, en fait, après ça simplifie. Après ça simplifie. Donc en fait, c'est moi qui fais la pratique. Et c'est moi qui vais être présent. Parce que ça demande que moi je sois là pour être présent. Sinon, donc moi, je vais être présent avec le mental, avec les pensées. Je vais dire, ah ben oui, au lieu de dire, je la hais, celle-là, elle m'énerve. Ça, on va dire, ça c'est très identifié. Moi, je me rends compte qu'il y a pas mal de réactions, il y a pas mal de haine vis-à-vis de telle personne. Je peux voir les pensées associées à cette haine, à cette personne, puis je sais qu'en dessous, si je regarde vraiment attentivement, mais en fait si je la hais c'est parce qu'elle m'a blessé, donc quelque part en dessous de cette haine il y a une sensation de heurt, il y a une blessure, je ne me sens pas aimé, donc, et alors je deviens de plus en plus conscient de ce qui se passe, et donc au lieu de vivre à la surface, je vis un peu plus conscient, un peu plus à la profondeur. Et c'est moi qui fais ça, donc moi, je peux vivre avec plus d'espace vis-à-vis des pensées. Moi, je peux vivre avec plus d'espace vis-à-vis des émotions. Et c'est ça le chemin. Et ça, c'est une libération énorme vis-à-vis du fait d'être collé. Si j'ai un espace, et si je peux être en présence, en espace et en conscience vis-à-vis des pensées, alors c'est même possible de leur sourire. N'importe quelle pensée.
pas cette pensée-là, pas cette pensée-là. Mais oui, même cette pensée-là, on peut y sourire. Si on dit non, pas cette pensée-là, c'est parce que tout à coup, on s'est recollé. Mais à partir, moi, je peux dire, ben, je regarde ces pensées avec silence. Et c'est ça la pratique, c'est d'être de plus en plus en présence avec le cœur, vis-à-vis de toutes ces pensées, des émotions, des réactions, des désirs aussi. Pas toutes. Tu t'es pris, mais il y a un désir. C'est intéressant. Le désir monte, on veut tout de suite le réaliser. Si on ne le réalise pas, on est insatisfait, mais restez avec le désir. Le désir, ça veut un objet, ça veut quelque chose. En fait, on croit que, parce qu'on est conditionné à penser que le désir, eh bien, ça veut quelque chose, ça veut un objet particulier. Et quand, par exemple, on veut, je ne sais pas moi, il fait beau, on veut aller se promener, ou on veut acheter une bouteille de Coca-Cola, ou on veut l'homme idéal, peu importe. On a une belle voiture. Le désir est là. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le désir émerge, on veut le réaliser, on rencontre l'homme idéal. Alors on se dit, ben voilà, maintenant je suis heureuse parce que j'ai rencontré l'homme idéal. Bon, d'abord on sait que ça ne va pas durer, un moment on se rend compte qu'il n'est pas si idéal que ça, mais au moment même, pendant entre 2 secondes à 2-3 mois, on va vraiment trouver qu'il est idéal. D'accord? Ou on veut acheter une voiture, on a la voiture, c'est la voiture parfaite, c'est celle qu'on veut, on est content, ou la crème glacée, il fait chaud, on est au bois, on prend une crème glacée, c'est tellement bon. Donc là, c'est comme si notre désir, il rencontre vraiment ce qu'on veut. Non, notre désir rencontre vraiment ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on est bien? Parce qu'il y a une unité entre le désir puis l'objet du désir. Alors on pense que c'est la crème glacée, on pense que c'est la voiture, on pense que c'est l'homme idéal ou la femme idéale, mais en fait, ce qui nous satisfait à ce moment-là, c'est qu'il y a une rencontre parfaite, une unité, elle ne va pas durer longtemps, mais dans le moment elle est là, entre le désir et l'objet de notre désir. Mais c'est ça qui nous rend heureux, c'est pas d'avoir la voiture, la femme, etc. Alors, c'est possible aussi de simplement laisser le désir s'ouvrir, être là, vraiment l'expérimenter comme on expérimenterait une émotion, comme on expérimenterait une pensée, vraiment expérimenter cette force très très puissante du désir qui nous pousse vers quelque chose et simplement rester avec complètement en ouverture. Alors on peut faire cette même expérience de l'unité. C'est toujours la même personne qui a quelque chose avec son téléphone. Ah non, c'est pas la même, c'est celle-là. D'accord. Donc, bon. On peut faire cette même expérience de la plénitude du désir sans réaliser l'objet du désir, simplement en étant complètement avec. Si on est complètement avec le désir, avec cette force du désir, ça va être extraordinaire. On va sentir que le désir monte, on va le laisser être complètement là. Eh bien, ça c'est la même satisfaction, la même unité que quand le désir rencontre l'objet du désir. Mais ça demande de nouveau d'être... C'est extraordinaire. Pourtant là, on se sent en insatisfaction. Pardon? C'est là qu'on se sent en insatisfaction. Comment ça? Et quand le désir est là, et il n'est pas encore... Ah oui. Il ne trouve pas d'objet. Voilà, parce que là, le désir, il est focalisé sur l'objet. Il veut trouver un objet. Moi, ce que je propose, c'est de vivre complètement la force du désir, comme on pourrait vivre, par exemple, je suis fâché contre un tel, on peut vivre vraiment cette colère, et à un moment, on se rend compte que ça n'a plus aucun rapport avec un tel. On peut vivre vraiment, on est très très triste parce que l'amour de notre vie nous a quittés, et puis à un moment on se rend compte que ça n'a plus aucun rapport avec l'amour de notre vie, c'est une tristesse qui est bien plus profonde, bien plus intime, et qui peut nous amener bien plus en intimité et en profondeur avec nous-mêmes, et ça n'a plus rien à voir avec l'extérieur non plus. Pareil avec le désir. Donc c'est sûr que si on reste avec le désir en se disant, bon, je veux les frites, je veux les frites, je veux les frites, je veux les frites, ça ne marche pas. Mais
si on reste avec ce désir, puis au lieu de rentrer dans la mécanique, dans l'habitude de se focaliser sur les frites, la glace, ce qu'on veut, simplement qu'on reste avec cette grande force, on va être étonné de sentir la force de vie du désir. Donc, on passe de très collé à de plus en plus avoir cette possibilité, mais c'est moi qui observe les pensées, les désirs, les émotions, qui est présent avec, qui est complètement ouvert avec. Ah oui, mais quand même j'ai difficile parce que je ne m'aime pas ou je me juge trop. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est collé. Donc là aussi on peut être en présence et puis ça devient quelque chose, un objet, un contenu de la conscience. Le fait de ne pas s'aimer, le fait de se juger, on n'est plus collé, mais ça peut être vu comme on voit notre main, etc. Comme on voit n'importe quelle pensée, comme on voit comme la pensée, les 5 heures, eh bien, tout peut être vu comme ça. Donc ça, on passe d'être très collé à être de plus en plus en présence. Où on passe d'une vie où on est vraiment toujours en refus, soit en refus parce qu'on n'a pas ce qu'on veut dans le moment, soit dans une poursuite très intense pour arriver à ce qu'on pense qu'on veut, à de nouveau plus d'espace par rapport à tout ça. Mais c'est toujours moi. Et puis à force de pratiquer la présence, dans le moment, aussi la présence dans les relations, c'est intéressant parce que dans les relations, ça se joue beaucoup. On a l'habitude de porter un masque, de projeter une image. On a beaucoup de stratégies qu'on utilise pour être aimé ou pour être acceptable ou accepté. Et finalement, au bout du compte, on peut vivre une vie comme ça sans avoir jamais révélé à un autre ce qu'on est avant ces masques-là, avant ces stratégies-là, avant cette image qu'on projette. Donc, où on peut prendre le risque d'être authentique, vraiment prendre le risque d'être authentique dans les relations, surtout dans les relations intimes, c'est vraiment beau. Prendre le risque de déposer les masques, vivre en transparence, dire ce qu'on ressent sans agresser l'autre, sans le rendre responsable, mais en prenant complètement responsabilité pour tout ce qui passe à travers notre conscience. Donc le chemin, c'est que au début on est collé, donc on se sent soit de victime, soit de bourreau, et puis finalement, à force de pratiquer la présence, d'être en présence, mais être en présence, ça veut dire aussi prendre responsabilité. Si je crois cette pensée, parce que c'est simplement une pensée que l'autre, c'est la cause, où il est responsable de ce que je vis, alors je suis toujours en dépendance et soumis finalement à l'humeur de l'autre, à ce qui se passe chez l'autre. Et donc, il y a aussi une prise de responsabilité. Et si on est vraiment sur le chemin intérieur et qu'on souhaite découvrir pleinement qui on est, c'est une prise de responsabilité radicale où tout ce qu'on vit à l'intérieur de soi, eh bien, ce n'est pas l'autre qui est responsable. C'est pas pour ça que si par exemple dans un couple, disons, je ne sais pas, le couple est à table et puis la femme trouve que le mari ne lui a pas adressé la parole, n'a pas regardé tout, elle s'est sentie un peu abandonnée. Alors comme je sais que j'ai envie de découvrir vraiment qui je suis, donc je prends complètement responsabilité pour ça, oui, mais ça n'empêche pas de dire en transparence, voilà comment j'ai vécu les choses, je sais que ça m'appartient, mais est-ce que ça serait possible que tu en prennes, que tu fasses aussi attention. Donc tout ça peut être dit en relation, mais toujours à partir d'une prise de responsabilité. Mais tout ça, c'est le moi qui le vit. Alors le moi aussi peut faire de la méditation ou se dédier au développement personnel, mais c'est toujours le moi qui le vit. Puis alors le moi,
mais il peut vivre plein d'expériences absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment un bar complètement ouvert où on peut expérimenter vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'expériences qui sont à notre disposition, mais c'est toujours finalement le moi qui les vit. Alors, à force de vivre en présence et en conscience, avec le cœur, donc un cœur qui est de moins en moins protégé, eh bien, petit à petit, on arrive à la conscience ou à la présence. Donc, moi, j'ai l'impression que je suis présent, je suis en conscience, je vois mes pensées, j'accueille, j'accepte ce qui est, je prends conscience des refus, mais tout ça, c'est moi. Et donc, moi, je sens que je vis avec plus d'espace, avec plus de présence, avec plus de conscience. Et petit à petit, c'est pas tant moi qui vis avec plus de présence, mais petit à petit, il y a notre centre de gravité bascule, il y a une bascule qui se fait, et c'est la présence qui passe au centre ou à l'avant-plan. Donc au lieu que ce soit moi qui suis présent, eh bien c'est la présence qui me voit. Donc c'est pas moi qui sens la présence. Michael, voilà, je pense que je sais ce que c'est la présence, d'accord, mais c'est toujours moi qui sais ce que c'est la présence, c'est toujours moi qui vis la présence. Et le passage, en tout cas le premier passage dans ce qu'on appelle l'éveil, le premier passage, c'est quand c'est plus moi qui vis la présence, mais c'est la présence qui me vit. Donc c'est ça, c'est pas moi qui suis conscient, mais c'est la conscience qui est consciente de moi. Alors c'est quoi la présence, l'être ou la conscience, peu importe le mot qu'on veut dire ça, mais alors ce n'est pas personnel. Moi c'est personnel, c'est individuel. Mais ce qu'on est vraiment, ce n'est pas personnel, ce n'est pas individuel. C'est la présence de la vie. La présence de la vie qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui est complètement ouverte. C'est la présence, c'est la vie elle-même, c'est l'essence de la vie, la présence qui est partout. C'est la présence qui prend la forme des étoiles, c'est la présence qui prend la forme ou la conscience qui prend la forme de cette lampe. C'est tout ce qu'on peut percevoir est une forme de cette conscience. Donc cette conscience, elle est universelle, elle est une, et c'est pas moi. Je ne peux pas la saisir parce qu'elle est tout. Donc finalement, on passe d'être collé à tout ce qui apparaît dans la conscience, et puis on le vit plus comme moi, j'ai un peu d'espace, ou j'ai de plus en plus d'espace, et je suis de plus en plus présent, et je suis même présent à la présence, je sens qu'il y a un silence qui m'habite de plus en plus, à finalement être complètement inclus et vu, ou reçu par cette présence, ce qu'on est vraiment. Donc c'est ça un petit peu la bascule du balancier, de l'identification vers complètement l'ouverture, la réalisation de notre vraie nature. Enfin, ça c'est. Et puis après, évidemment, tout ça peut s'approfondir. C'est un grand mystère. Et comment est-ce que je vais dire ça ? C'est comme je m'abandonne de plus en plus à la vie, mais c'est toujours moi qui m'abandonne. Mais le dernier abandon, c'est pas moi qui peux le faire. C'est comme un moment, le dernier abandon, c'est même l'abandon de l'abandon, parce que l'abandon est encore un mouvement du moi qui essaye de faire quelque chose, d'arriver quelque part. C'est pour ça que tout à la fin, il n'y a plus rien à faire. Tout à la fin, quand on est on n'est plus du tout dans l'identification, mais il n'y a vraiment plus rien à faire, parce que tout mouvement de faire, et ce sera un mouvement pour arriver
quelque part, c'est un mouvement du mental, c'est un mouvement du moi, et ce qu'on est, c'est avant. Ce serait un mouvement pour arriver quelque part, autre part que ici, autre part que dans le moment. Donc, mais quand on est très collé, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'ouvrir de plus en plus à la présence qu'on est. On s'ouvre à la présence qu'on est en devenant de plus en plus présent aux émotions, aux pensées, tout ce qui nous traverse. Comme le moi, il se sent séparé, et c'est à partir de cette sensation, cette impression de séparation, que toutes les défenses sont bâties. Mais notre cœur véritable, ce qu'on est vraiment, n'est pas séparé de la vie, c'est la vie elle-même, et ça n'a pas besoin d'être protégé. Ce qu'on est vraiment, il n'y a rien de ce qu'on a vécu dans notre vie, aucun abus qu'on a subi, aucune insulte qu'on a reçue, aucun drame qu'on a vécu qui a entamé, entaché, coloré, même blessé ce cœur non limité, non séparé de la vie qu'on est. Donc, pour revenir vers ce cœur qui est déjà complètement ouvert parce qu'il n'a pas une limite, il n'est pas limité, il n'y a pas un mur, une barrière ou une frontière, bien l'invitation, c'est aussi d'ouvrir, prendre le risque d'ouvrir notre cœur, qui est protégé, qui est défendu. On veut avoir raison, on veut avoir raison, on a appris qu'il fallait se protéger parce qu'on a toujours vécu en tant que moi séparé. Et ça, le moi séparé, c'est une étape de l'évolution dans l'éveil de la conscience, mais c'est pas vers ça qu'on est censé toujours, enfin c'est pas ça qu'on est toujours censé vivre, c'est simplement une étape. L'étape d'identification au mental et la séparation, c'est une étape. C'est un peu comme la chrysalide et le papillon, le bourgeon et la fleur. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut vivre ce qu'on est vraiment? Est-ce que l'individualité a sa place? L'individualité, elle a toute sa place, donc vous n'allez jamais disparaître. Si vous retrouvez ce que vous êtes, vous n'allez jamais disparaître. Mais dans ce voyage de retour à ce qu'on est vraiment, ou d'éclosion à ce qu'on est vraiment, au début, moi, j'ai plein d'idées sur moi. Et toutes ces idées que j'ai sur moi, sur les autres et sur la vie, toutes ces idées-là, c'est pas moi. C'est pas déjà simplement moi. Donc ça, c'est sûr que tout ça, ça peut disparaître. Puis c'est bienvenu. C'est de ça qu'on souffre. Puis le moi, il se sent séparé. Moi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, et puis je suis séparé des autres, moins séparé de mes enfants, moins séparé de mes parents si, ou pas séparé de mes enfants, moins séparé de mes parents si j'ai de la chance d'avoir des parents et moi, etc. Pas séparé de mes amis, pas séparé des membres de mon parti politique, mais on se sent quand même toujours un peu séparé. D'accord ? Sauf les 2 à 2 minutes pour les très chanceux de l'orgasme. Là, il n'y a plus de séparation, mais c'est comme un moment où aussi l'individualité, elle est plus beaucoup là dans cette grande explosion. Donc le retour à ce qu'on est vraiment, c'est sûr que le moi, il n'est plus identifié au mental, il n'est plus identifié à tout ce qu'il pense et il ne sent plus de séparation. Mais surtout, le retour à la maison, c'est pas le retour du moi à la maison. C'est cette bascule où on retrouve ce qu'on est vraiment, la vie, la présence,
ce cœur infini qui est présent, qui est là, c'est ça qu'on est. Mais dans ce cœur infini, dans cet espace infini, l'individualité, elle a toute sa place. Donc le moi, il a peur qu'il va disparaître, mais le moi, il est bienvenu s'il est là. Et d'ailleurs, l'invitation de la vie pour l'être humain, c'est de complètement éclore à cette vraie présence qu'il a, à la présence de la vie, et puis à pouvoir exprimer son individualité. Parce que sinon, on serait comme une table, elle n'a pas le même... Elle ne répond pas au même élan de la vie ou de la conscience. Elle est juste une table. Mais l'être humain, lui, il a cette grande chance de pouvoir goûter à c'est quoi d'être une individualité non séparée. Alors, la souffrance, c'est qu'on est une individualité séparée. Et quand on a une individualité séparée, on a envie de dire ce serait bien si je n'étais plus là, puis il y a plein d'enseignements spirituels qui disent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a plus personne. D'accord, c'est vrai, parce que là, ce qu'on est vraiment, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est pas une personne. C'est cette même présence qui prend la forme des étoiles, qui prend la forme de tout l'univers, des fleurs, des plantes, des landes, des autres, de notre voisin qu'on ne supporte pas, de tout. Donc c'est sûr que c'est pas quelqu'un ce qu'on est. Mais à travers cette forme humaine qu'on est, tout aussi, à travers cette vague de l'océan, il a pris une forme individuelle. Donc l'invitation, c'est au contraire de vivre complètement son individualité. Ça veut dire que tout ce qui va dans le sens de s'écouter, écouter, mais au niveau individuel, écouter ses besoins, écouter sa sensibilité, écouter son cœur, écouter nos élans, écouter cette envie de joie, cette envie de relation harmonieuse, tout ça, mais ça fait partie plus profondément d'un élan qui nous dépasse, qui n'est pas individuel, de la vie qui a simplement envie de s'ouvrir comme une fleur à travers nous. C'est-à-dire, l'univers, il ne s'est pas déployé pendant 13 milliards 700 millions d'années, je le dis souvent, mais maintenant j'ai le chiffre correct, donc il ne s'est pas déployé pendant tellement longtemps dans le seul but de créer des êtres humains malheureux. Non, il y a cette vraie possibilité, cet élan qui vient de la source à ce qu'on puisse vraiment se déployer et s'ouvrir complètement. Mais s'ouvrir complètement, ça ne veut pas dire s'ouvrir complètement quand toutes les conditions que moi je considère qui sont importantes pour que je m'ouvre sont réunies. Ça veut dire s'ouvrir complètement à la vie telle qu'elle est. Au fait que la vie, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a des contradictions, il y a qu'elle ne va pas toujours dans le sens de ce que notre mental projette de ce qui serait bien pour nous. Ça ne va pas toujours dans le sens du film qu'on se raconte, mais la vie, elle est intelligente. C'est elle qui manage complètement le show, et puis soit on peut se dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, soit on peut s'abandonner au fait qu'elle sache ou pas, mais en tout cas, c'est elle qui manage le show complètement, et depuis bien longtemps. Donc nous, on est là, on arrive, hop, ça fait déjà 13 milliards et des poussières, et puis tout de suite on dit, mais est-ce que tout tient en place? Est-ce que 2012 c'est la fin du monde? Est-ce que ça fait longtemps, et puis les 13 milliards d'années, là, ça c'était juste un bang, mais avant, il n'y a pas de commencement. Donc, on est quand même dans quelque chose, la conscience est tellement, infiniment intelligent. Alors nous, on doute, on pense qu'on doit contrôler, mais c'est peut-être pas si nécessaire. Donc ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire s'ouvrir quand ça fait mal. Ça veut dire s'ouvrir quand c'est souffrant. Ça veut dire s'ouvrir de plus en plus à la vie telle qu'elle est, pas juste à la moitié ou au tiers qui me convient.
ça veut dire aussi s'ouvrir à ce qu'on ne sait pas ce que c'est la vie. S'ouvrir complètement au mystère, à l'inconnu du vivant. Mais ça ne peut passer que par cette ouverture à ressentir. Parce que la conscience, c'est conscient, directement. Si ça a mal, c'est conscient que ça a mal tout de suite. Après, il y a toutes des couches mentales qui viennent se mettre là-dessus, mais si on veut revenir à la conscience, la conscience c'est conscient. Puis ça émerge d'un grand mystère, mais ce mystère il devient conscient. Et puis il devient conscient, et puis il prend notre forme, il prend notre nom, il prend notre âge, il se sent séparé, mais ça, c'est possible c'est possible vraiment de se laisser toucher suffisamment, y compris dans ce sentiment de séparation, pour se rendre compte que la vie, elle est non séparée, elle est une, et c'est ça qu'on appelle l'amour.